Depuis plus de 4 mois, la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise sous couvert du mouvement terroriste M23. Des populations civiles sont tuées et beaucoup ont quitté leur milieu d'origine. Quelques territoires et localités congolaises dans la province du Nord Kivu restent sous occupation de ces mouvements terroristes. Pour mettre un terme à cette agression téléguidée par le Rwanda, le gouvernement congolais a réagi par la voie diplomatique et la voie militaire. Mais la guerre demeure toujours et prend de plus en plus de proportions inquiétantes. Mais que faut-il faire concrètement pour mettre fin à cette agression qui provoque une insécurité grandissante dans cette partie du pays riche en or et en coltan? Faut-il que le gouvernement congolais poursuive avec le dialogue ou déclare l'état de guerre? Que faut-il faire concrètement? Mesdames et messieurs, voilà les différentes questions auxquelles nous allons tenter de réfléchir et de trouver de réponses au cours de cette émission Géopresse que j'ai le réel plaisir de vous présenter tout en vous souhaitant la bienvenue. Je ne serai pas seul dans ces plateaux, je reçois des journalistes spécialistes de questions sécuritaires. J'ai à ma droite Dieudonné Boinali à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Jojo Moulamba, bonsoir à mon co-débatteur Patrick Ilunga, bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs qui vont certainement avoir de l'électricité pour nous suivre. C'est une denrée rare ces derniers temps. Une denrée rare en République démocratique du Congo, encore un épineux problème à résoudre par l'administration Tshisekedi. Et puis monsieur Patrick Ilunga, vous avez été déjà salué par Dieudonné Boinali, c'est à mon tour de vous dire aussi bonsoir. Bonsoir Jojo, bonsoir à mon co-débatteur Dieudonné Boinali, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Merci de vous avoir sur ces plateaux pour réfléchir sur cette question, la question sécuritaire dans la partie est du pays. Mais il faudra signaler également que cette émission va aborder un sujet qui est intéressant. Il s'agit de la nomination de nouveaux mandataires publics. Une nouvelle qui n'a pas rencontré l'unanimité de membres du parti présidentiel IDPS. Voilà, nous allons commencer cette émission avant tout avec la question sécuritaire. Dieudonné Boinali, vous suivez de près cette situation. Malgré le dialogue entamé à Nairobi, à Luanda, voire à Addis Abeba, les Rwandais n'abdiquent pas. Et le M23 continue à s'aimer la terreur en s'approchant même vers la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Pourquoi? Quelles sont les véritables causes? Pourquoi ces mouvements? Pourquoi le Rwanda ne suivent pas la voie du dialogue, mais persistent toujours à s'aimer la terreur dans la partie est du pays? Permettez-moi d'abord de dire que les mouvements du 23 mars, dit M23, c'est l'ancien RCD, les Rassemblements Congolais pour la démocratie, qui nous a amené les Rouberois, les Mboussania, Mouissi et les autres. Entre les RCD et les M23, vous avez eu les CNDP. Voilà. Maintenant, si nous acceptons les dialogues, nous allons toujours avoir les mêmes conditionnalités, brassage, intégration de toutes ces forces négatives dans l'armée, avec toutes les conséquences possibles déjà connues par les experts. Infiltration, et nous aurons des soldats étrangers au sein même de notre armée et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Après 2 ans, 3 ans, la même rébellion va renaître sous une autre appellation et qui va venir encore poser les mêmes conditions à la République. Nous allons encore les intégrer de nouveau, les brasser de nouveau et nous sommes partis pour la mort de notre armée et au finish, la mort de la République démocratique du Congo comme un État, parce que nous ne sommes pas encore devenus une nation. Parce que pour que nous soyons un État, on devait d'abord être une nation. Nous avons été créés à la suite de la conférence de Berlin de 1885.
Nous sommes en train de travailler pour créer la grande nation congolaise, comme l'avait voulu Mobutu à l'époque, en voulant créer la nation zaïroise. Et ça avait marché. On avait une fierté, on avait une armée forte, une république organisée, respectée, avec une armée qui dissuadait tous les États voisins. Personne n'osait attaquer l'ex-Zaïre. Voilà pourquoi je dis, les dialogues, c'est bon, mais ça va nous produire les mêmes résultats. On aura les mêmes chantages en 2028, en 2032. Voilà pourquoi moi, je suis pour la montée à puissance de notre armée, continuer à nous organiser, à financer l'armée, donner des bons salaires à nos militaires, acheter des armes pour que nous soyons dissuasifs et en même temps nous continuons avec la solution diplomatique en tant que des hommes épris de paix. Mais tout en étant des hommes épris de paix, cela n'exclut pas de faire la guerre. L'Israël, la nation divine, si je peux l'appeler ainsi, bénie par Dieu, a une armée. L'Israël fait la guerre. Cela ne veut pas dire que si nous optons pour l'option diplomatique, nous devons abandonner l'option militaire. Oui, la RDC doit continuer à s'organiser et aussi à mettre en place une armée dissuasive comme ça a été par le passé. Patrick Ilunga, la position du M23, il y a malgré les appels au retrait de territoires occupés par les États-Unis, la France, l'Union européenne, l'Union africaine, mais les rebelles du M23 font le sourd d'oreille, n'entendent pas, ils foncent encore pour aller même jusqu'à Goma. Et quelles sont les véritables causes? Pourquoi, malgré tout ce qu'il y a eu comme dialogue à Nairobi, Addis Abeba, Luanda, le président Joao Lorenzo s'est déplacé même ici jusqu'à Kinshasa, chose qu'il fait très rarement, mais il s'est déplacé. Mais pourquoi ces rebelles persistent? Quelles sont les vraies causes? Je crois que les rebelles veulent imposer un agenda au gouvernement congolais. C'est-à-dire que si vous voyez bien, la démarche, ce n'est pas d'arriver jusqu'à Kinshasa, de prendre le pouvoir, non. Leur démarche à eux, c'est d'arriver à être à Goma. Comme ça, comme Goma, c'est une ville de plus de 2 millions d'habitants, je crois que la communauté internationale, la France et tous les pays, même tous les pays de la région, vont dire, et même le gouvernement congolais ne va pas vouloir se battre dans une ville aussi populaire pour craindre un bain de sang. C'est en arrivant à Goma qu'ils vont maintenant faire monter les enchères pour négocier en position de force face au gouvernement. C'est la stratégie. Ils ont le moyen d'arriver à Goma comme... Mais quand on nous dit, par exemple, moi je suis ici à Kinshasa, mais lorsqu'on nous dit, par exemple, que les combats, c'est Kibumba, consort, c'est à 20 km de Goma, 20 km, c'est... En termes d'armement, c'est rien, parce qu'on peut tirer à 20 km et être atteint directement, donc c'est rien. Donc ils sont presque déjà aux portes de Goma. On peut supposer même qu'il y a même des éclaireurs qui sont dans la ville de Goma. Normalement, je crois que vous avez suivi comme moi qu'il y a eu même des soldats condamnés parce que ont été soupçonnés d'avoir, on va dire, d'être en intelligence avec l'ennemi. C'est eux qui ont fait diffuser des fausses nouvelles pour mettre la ville de Goma en panique. Je crois qu'ils doivent avoir leurs agents déjà, comme ils sont maîtres dans l'infiltration, ils doivent avoir déjà leurs espions déjà à Goma, voyez-vous. Donc leur technique, c'est d'arriver à Goma et s'imposer pour négocier tête à tête avec le pouvoir. Mais on va négocier de quoi? On va négocier de quoi? Ils revendiquent quoi? Mais entre autres revendications, si vous lisez bien certains de leurs revendications, c'est... Eux, ils étaient déjà... Parmi certains, eux étaient déjà des généraux, des membres de l'armée congolaise. Mais un général, moi quand je suis congolais, on m'amène au Kivu, je suis congolais. Qu'on m'amène au Kasaï, c'est chez moi. Qu'on m'amène au Katanga, qu'on m'amène au Bandundu, je me sentirai toujours au Congo. Oui. Mais ces gens-là, quand on les amène, par exemple, on va les muter pour aller au Kasaï, c'est une des raisons pour la révolte. Il y a un problème. On voit bien qu'il y a un gros problème là-dedans. Donc, eux veulent être membres d'une armée qui protège une communauté, soi-disant. Mais ça, on n'a jamais vu ça ailleurs. C'est quelle armée on va fonder finalement? Donc, je crois que il faut négocier avec eux. Mais on va négocier quoi? Moi, je crois, pour ma part,
que la position du gouvernement de ne plus jamais réintégrer les groupes armés, parce qu'ils ont été membres de l'armée congolaise, ils se sont désertés pour faire une rébellion, donc ils deviennent un groupe armé, un terroriste de surcroît, on ne peut plus les intégrer. Donc si on doit négocier avec eux, c'est négocier d'abord les ramener à la vie civile, ensuite négocier avec eux. C'est la seule condition. Moi, je vois maintenant qu'il y a un grand dilemme devant les autorités congolaises parce qu'on sait que, bon, c'est possible que Goma, qu'il y ait un mouvement pas bien là-bas. Mais s'il y a un mouvement pas bien, donc on ne va pas laisser Goma entre les mains des terroristes. On ne va pas laisser Goma entre les mains des terroristes. C'est ce qu'est en train de faire l'administration du président Tshisekedi, et l'armée est aujourd'hui vraiment renforcée en dispositifs militaires et en matériel et en moyens humains pour que les rebelles du M23 ne puissent pas encore continuer à s'aimer la panique, la terreur dans cette partie du pays. Mais Dieudonné, en analysant quelques sources, on se rend compte que deux éléments majeurs justifient la remise en orbite précipitée de la fiction M23 par le Congo Desk, une structure de service d'intelligence de Kigali. C'est à savoir l'instauration de l'état de siège dans une partie de région naguère contrôlée de fait par Kigali, et les accords conclus par Kinshasa et Kampala portant sur la rénovation, la construction de routes bitumées et leur sécurisation mutuelle par les armées de deux États. Qu'en dites-vous ? Ces deux éléments majeurs, ça justifie la remise en orbite du M23. Ça explique tout, ça explique tout. Le fait que pour le gouvernement de la République d'avoir instauré l'état de siège et puis d'avoir signé des accords non seulement avec l'Ouganda, mais aussi avec le Kenya. N'oubliez pas que le Kenya a des intérêts économiques au Congo, surtout dans les secteurs bancaires. Le Rwanda, pour ne pas dire Kigali, n'a pas vu d'un bon œil tous ces accords commerciaux. C'est comme si Kinshasa voulait détourner toute l'attention économique des investisseurs, même des opérateurs économiques locaux, vers ces deux pays de l'Est, en l'occurrence l'Ouganda et le Kenya. Donc, la RDC veut maintenant commercer avec ces deux nouveaux États. Pour Kigali, c'est comme si on leur coupait les vivres parce qu'une partie de l'économie rwandaise est alimentée par le Congo. Si vous regardez bien le budget du Rwanda, c'est autour de 4,5 milliards de dollars américains. Et la moitié de ce budget, 50%, provient des aides étrangères. Et l'autre moitié, selon les spécialistes, provient de la contrebande, du commerce des minéraux ou du pillage des minéraux du Congo. Les 10 à 20%, ce sont des ressources internes. Maintenant, vous avez un pays qui constitue en quelque sorte des mamelles pour les vôtres, qui vous coupe maintenant ces mamelles économiques, qui veut commercer avec l'Ouganda et le Kenya en construisant des nouveaux corridors. Ça doit faire très mal à Kigali parce qu'il n'y a pas de sources de rechange pour ces entrées financières. Voilà maintenant ce qui a poussé le gouvernement rwandais, à travers leurs vallées et les M23, à réactiver la guerre et la déstabilisation de l'Est du Congo. C'est comme pour dire, comme un soldat onusien qui avait dit un jour « No kunda, no job ». C'est-à-dire, pas d'instabilité à l'est de la RDC, pas de vitalité pour l'économie rwandaise. Donc, il faut toujours continuer à alimenter cette instabilité. Comme ça, nous construisons, nous reconstruisons à la suite du génocide. C'est comme si on nous faisait payer les génocides qui a été occasionné par les mauvaises solutions de la communauté internationale. C'est la RDC qui paye cette facture-là. Ce n'est pas la RDC de payer la facture du génocide de la Rwandais. Nous avons besoin de la paix. Nous sommes un pays carrefour. Si aujourd'hui nous parvenons à nous relever, nous nous développons, nous allons contaminer, sur le plan économique, sur le plan développemental, tous les autres pays de la région. Et c'est pour cela que je vais dire en lingala comme tout Congolais, ni Nyango ici l'a raté. Parce que nous nous rappelons, chaque chose a un début et une fin, comme le dit si bien l'Ecclésiaste dans les Saintes Écritures. Depuis 2001,
nous ne faisons que négocier jusqu'en 2022. Est-ce qu'on négocie? Ça fait 21 ans qu'on négocie. Même si on était dans un couple, quel est ce conflit-là qui est insoluble, qu'on ne trouve jamais de solution? À moins que ce soit un conflit entre Dieu et Satan. Entre les humains, on trouve toujours des solutions. Mais ça fait 21 ans que nous négocions. Ça fait 21 ans que nous sommes toujours dans ce cercle vicieux-là de la guerre. On fait toujours renaître et descendre une rébellion défaite déjà. Joseph Kabila avait dit, le M23 a déjà été défaite. Mais pourquoi ces mouvements-là renaissent toujours de ces cendres? Ça devient comme un phénix. Après 5 ans, on parle encore d'une rébellion à l'est de la RDC. Mais le vrai problème, il est économique alors. La guerre est économique. Le ministre de l'Industrie, Julien Palouki, qui maîtrise bien la question sécurité de l'Est, là, si bien dit, il y a même des vidéos. La guerre de l'Est est économique. Mon confrère Patrick Ilunga l'a dit. Le M23, et avec tout leur soutien, n'ont pas pour ambition d'aller à Kinshasa. Parce que la guerre coûte économiquement cher. Et puis nous sommes sous la récession économique mondiale. Quel est cet état-là aujourd'hui? Mais il faut avoir des moyens de la Russie, une économie très forte pour la Russie ou bien la Chine pour faire aujourd'hui la guerre. Pourquoi la France a retiré ses troupes dans certaines régions du monde? Même l'Allemagne, l'Angleterre. Pourquoi les États-Unis ne font plus de guerre? Parce que les guerres coûtent maintenant aux économies du monde et nous sommes sous la récession. Et puis selon les perspectives économiques de la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux, l'avenir n'est pas prometteur. Si la crise actuelle entre la Russie et l'Ukraine continue, nous risquons de connaître les événements malheureux que nous avons connus en 2018 avec la crise financière internationale. Avec la crise financière internationale, Patrick Ilunga, on se rend compte que la vraie cause de cette guerre orchestrée par le Rwanda est essentiellement économique. On a même appris que le président de la République qui s'est montré soucieux de ménager la cupidité de son voisin, le Rwanda, avait concédé aux grandes dames même de sa propre opinion publique interne la signature d'accords bilatéraux sur les investissements transfrontaliers, la fiscalité, l'exploitation conjointe de l'or avec Kigali, au terme duquel le métal jaune produit en RDC serait usiné à Kigali. Mais cela ne représentait sans doute pas grand-chose par l'ensemble de ressources que le gouvernement de Kagame avait pris d'habitude de s'approprier illégalement en RDC. Comment mettre fin à une telle cupidité? Bon, il faut dire que si vous lisez bien l'histoire des relations internationales, vous verrez bien que les guerres entre États, c'est autour des ressources, autour des terres, autour de ces choses-là. Si vous avez des ressources et que vous êtes faible, on n'a pas à avoir pitié de vous. On viendra prendre même des forces. Donc la solution, c'est d'abord organiser un État fort. Voyez-vous, si vous avez un État fort, ça dissuade. Et quelqu'un qui attaque un fort, il se fait reprendre tout de suite. Mon confrère tout à l'heure, Dieudonné Boinali, a cité l'État hébreu, Israël. Israël est entouré par des ennemis qui veulent sa mort. Mais Israël a été même attaqué dans les années 40 lorsqu'il s'est installé. Mais la riposte d'Israël, elle était tellement forte qu'il a neutralisé autour. Israël maintenant passe pour le bourreau de la région. D'ailleurs, on apprend même qu'il a un service secret très puissant, le service de renseignement Mossad. Le Mossad. Très puissant, parce que si vous ne vous organisez pas, c'est pas la pitié. Vous ne comptez pas sur la pitié du Rwanda. Ne comptez pas sur la pitié de la communauté internationale. Je crois qu'on l'a beaucoup dit. La communauté internationale fonctionne, je l'ai souvent dit, sous l'angle de l'école de réalistes. Pour eux, c'est la force qui fait le droit. Donc, si vous n'êtes pas fort, on va vous imposer une loi, un mode de vie. Voyez-vous. Donc, cette guerre-là, moi, je crois que c'est une guerre politique, une guerre économique surtout, mais c'est une guerre aussi idéologique. Pourquoi? Il y a d'abord une grande incompatibilité entre la RDC et le Rwanda du point de vue des lois. Pourquoi je dis ça? Parce que chez nous, la nationalité est d'abord exclusive, une est exclusive. Nous avons 9 frontières. Hein? Moi, j'ai de la famille à Kasumbale, ça, vous avez des Bemba en Zambie,
Vous les avez aussi à Kasumbalesa, à Lubumbashi et autres. Voyez-vous, ça ne pose pas de problème. Maintenant, nous, l'incompatibilité qu'il y a entre la RDC et le Rwanda, c'est quoi? La nationalité, elle est exclusive. C'est-à-dire que nos frères qui sont ici, tous congolais, sont censés être congolais et rien d'autre. Or, au Rwanda, si vous avez un ascendant rwandais, vous vous présentez d'office, vous êtes leur fils. C'est pourquoi vous avez eu des généraux ici. Mais lorsqu'ils ont fait des crimes ici, ils ont fui au Rwanda. On a essayé de les suivre là. Le Rwanda les a protégés comme leur fils. Donc, cette incompatibilité-là, c'est un grand problème. Comment se fait-il que nos frères à nous, considérons ça comme ça, ils sont congolais, ok. Les Tutsis, Hutus, ok, c'est bon. Mais pourquoi c'est Kagame qui les défend? Pourquoi? Il y a un problème, n'est-ce pas? Donc, je crois que le Rwanda n'en fait qu'à sa tête. Et il a fait chanter la communauté internationale, notamment la France. La France, aujourd'hui, c'est un État qui défend le Rwanda. J'ai suivi, il y a 2 ou 3 jours, Emmanuel Macron. Il dit presque exactement ce que Kagame dit. Nous soutenons les processus de négociation. Il faut négocier. Nous voulons la paix. En réalité, on veut nous amener dans un schéma qui est fait par le Rwanda, mais le Rwanda a vendu ce schéma-là partout. Parrainé par Voilà. Mais pourquoi la France ferait ça? Alors, pour comprendre, il faut remonter aux années 1994. La France est en train de payer ses erreurs dans les génocides. Voyez-vous? Donc, il y a eu une sorte de chantage. Mais comment expliquer, par exemple, que c'était la France qui défendait, par exemple, le dossier de Louise Mushikiwabo à la francophonie? C'est parce que donc, ils sont dans une sorte de ce que j'appelle péché originel. Ils sont redevables du Rwanda. Ils se sentent un petit peu comme s'ils sont en train d'expier, on va dire, un péché. C'est la même chose avec les États-Unis. Alors, avec les États-Unis, c'est l'idéologie de minorité, tout y consort, il faut protéger. De la même façon, les États-Unis essaient de protéger les Juifs. De la même façon, ils veulent protéger les Tutsis qui seraient peut-être discriminés, ça ou là. Je n'en sais rien. En tout cas, je n'en sais rien. Ils ont servi aussi d'une certaine manière dans certains coups. Oui, je n'en sais rien. Donc, il y a une sorte de lobbying qui se fait d'abord en Afrique et qui se fait aussi dans les grandes puissances ailleurs. Donc, ils sont soutenus, ces lobbying-là, d'abord par la France, par les États-Unis. Je crois que, pour l'instant, nous devons faire un effort. Je sais qu'il y a une diplomatie qu'on appelle diplomatie active, ou je ne sais pas moi comment on qualifie encore cette diplomatie, de parler toujours de... Agissante ou quoi, parler toujours de l'agression rwandaise, mais à un moment donné, ça tourne au ridicule. Il faut peut-être chercher comment infiltrer, ou je ne sais pas comment. Pour un État, c'est normal d'infiltrer. Hein. L'espionnage, les États-Unis. Oui, infiltrer aussi les lobbies américains, avoir des gens qui sont de là, mais qui parlent pour le Congo là-bas. C'est là qu'on pourra peut-être retourner la balle. Parce que pour l'instant, vous vous rendez compte qu'un groupe armé qui est dans une forêt, la guerre coûte très cher, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure. La guerre coûte très cher. Des gens qui sont en forêt, comment ils font pour soutenir l'effort de la guerre? Non, ils sont financés. Mais comment expliquer ce Guterres, secrétaire général des Nations Unies, s'il vous plaît? Il dit, les armes viennent de quelque part. Quelque part où? Mais il y a moyen de faire la traçabilité des armes. C'est pendant ce moment-là que la RDC ne peut pas acheter calmement des armes. C'est un complot. En réalité, la RDC fait face on va dire, à des ennemis invisibles. Dont la partie visible, c'est seulement les groupes armés qu'on peut voir ici ou là. Mais la guerre, en réalité, elle est soutenue par les grandes puissances qui, en réalité, si vous regardez un Paul Kagame, il vous parle avec une grande assurance, avec une grande arrogance, parce qu'il sait que, de toute façon, ce qu'on appelle la communauté internationale vont faire la condamnation du bout des lèvres, mais dans le fond, il n'y a rien qui change. Dans le fond, il n'y a rien qui change. Patrick Ilunga vient de le dire.
il faut changer aussi de discours. Hein. On accuse le Rwanda, alors que militairement comme ça, on n'est pas soutenu, et aussi même sur le plan international, on n'est pas soutenu. Donc il faut changer de stratégie. Et le Rwanda, pour sa part, rejette cette accusation et déclare même que les problèmes, c'est un problème congolais. Donc les Congolais doivent résoudre leurs propres problèmes, et le M23 accuse même la RDC d'être de mèche avec les mouvements, les forces pour la démocratie, les forces démocratiques FDLR, pour la libération du Rwanda, FDLR. Alors que pour bon nombre de personnes, le FDLR, c'est un alibi rwandais. C'est un alibi. Aujourd'hui, il y a même des gens qui disent que il faut sanctionner les Rwandais, sanctionner certaines autorités qui financent la guerre au Congo et qui sont dans les trafics même des armes et de l'or. De la même manière, on a sanctionné les autorités congolaises d'avant 2018. On peut le faire aussi pour certains pays agresseurs. Pourquoi on ne le fait pas? C'est parce que nos agresseurs, comme l'a dit mon estimé confrère, ils sont soutenus par la communauté internationale. Nous voyons à travers Kigali et Kampala que la partie visible de nos ennemis, mais les vrais ennemis sont masqués. Est-ce qu'il faut pas... Et puis, ce genre de discours, nos grands-parents l'ont entendu, nos parents l'ont entendu. C'est ce qui a poussé même la Belgique à annexer le Congo. Par là, je voulais dénoncer les génocides oubliés qui se perpètrent dans notre pays. De Makoboro, tout ça. Voilà. Je vous dis, ça fait 21 ans que nous négocions. Ça fait aussi 24 ans que nous subissons ces genres de situations. Et la communauté internationale ne fait rien. Comment voulez-vous un secrétaire général des Nations Unies, j'ai dit Nations Unies, les Nations Unies ont combien de pays? C'est plus de 180 pays. Un secrétaire général qui dit que les armes viennent de quelque part, au moment où il a un comité de sanctions. Au sein des Nations Unies, il y a même des enquêteurs, des experts, des renommées internationales. Mais un secrétaire général qui est la cheville ouvrière d'une organisation comme les Nations Unies, qui dit que les armes viennent de quelque part. Le M23 a des armes sophistiquées, dépassant même celles des États, même de la MONUSCO. Mais c'est très grave, il devait même démissionner. S'il vous plaît, Dieudonné Bonal, on se pose même la question. Les États-Unis soutiennent l'Ukraine qui est envahie par la Russie. Il y a la France qui soutient l'Ukraine, militairement même, avec des armes. Les États-Unis ont dépensé déjà une affaire de 40 milliards de dollars américains. Mais pourquoi ils ne le font pas ici? Ils ne le font pas. Premièrement, parce qu'ils ne les feront pas ici. Ils ne le font pas parce que nous sommes des Africains. Ça, c'est la première raison pour ne pas parler des racismes. Ils n'ont pas d'intérêt ici. Ils ont des intérêts. Les problèmes, ils traitent les États africains comme si nous vivons encore sous la colonisation. Donc ça ne sert à rien d'aller intervenir là-bas. Nous pouvons intervenir par nos vallées, à travers nos vallées. S'il faut troubler la situation, nous troublons la quiétude, la paix. S'il faut ramener la paix, on ramène la paix. C'est la carte qui joue. En Ukraine, c'est la carte de la survie qui se joue. Vous savez que l'Ukraine a les gaz que possède la Russie. L'Ukraine, c'est le plus grand producteur de blé et de céréales dans le monde. Si on fait mes bases sur les matières premières de l'Ukraine, on se débarrasse de la Russie. Et puis la Russie ne nous fera plus les chantages qu'il nous fait avec sa multinationale Gazprom. Tout le temps, s'il faut couper les gaz et faire les chantages, on coupe les gaz à l'Union européenne. Et avec l'hiver, et vous savez qu'en Europe, il y a un fort pourcentage de vieillards. Quand vous coupez les gaz, vous allez occasionner des morts d'hommes. Et beaucoup de gens vivent avec les gaz pour la cuisson, pour le chauffage des appartements et puis pour d'autres utilisations. Donc le gaz est très important pour l'économie européenne, surtout pour les deux locomotives de l'économie européenne. Vous avez l'Allemagne et la Grande-Bretagne. La France est loin, troisième ou quatrième. C'est d'abord l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Voilà pourquoi nous devons dénoncer
C'est là où nous répondons à l'appel lancé par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui a ouvert récemment un front médiatique. C'est-à-dire, c'est un front qui a été oublié. Le gouvernement a longtemps appuyé sur la gâchette diplomatique et ça n'a pas produit les résultats attendus par la population. Nous essayons maintenant la guerre. Nous voyons il y a quelques résultats. Les M23 n'avancent plus. Et ils sont stoppés au niveau de Kibumba, même si certains médias occidentaux parlent qu'ils sont à 10 km ou 15 km de Goma. C'est encore faux, c'est de l'infox. Notre armée maîtrise bien la situation. Il y a même des images qui le prouvent. Notre armée sur le terrain, personne n'a fui. Ils sont en train de se battre pour récupérer jusqu'à les derniers territoires qui sont situés à Bunagana. J'aimerais citer quelques confrères qui ont exercé ces métiers avant nous, qui sont devenus des éditeurs, des écrivains après, et la deuxième profession des journalistes. Vous avez un célèbre écrivain qui s'appelle Mark Wills, qui a écrit un ouvrage intitulé « Il pleut des mers sur le Congo ». L'auteur, dans son ouvrage, il a dénoncé quelques méfaits après Henri Morton-Stanley, qui avait permis à la communauté internationale, dont la Belgique faisait partie, de constater que l'exploitation coloniale sous Léopold II avait commis quelques méfaits et il y avait des violations des droits de l'homme. Pour ne pas ternir l'image de la Belgique était obligée en 1908 d'annexer le Congo. Ouais. Et cet auteur a fait une belle analyse. Il a fait une comparaison entre le règne de Léopold II et l'agression rwandaise. Vous avez entre 1885 et 1908 23 ans de règne de Léopold II. Et pendant cette période, il y a eu l'exploitation des ressources naturelles suivantes. Les VA pour produire les caoutchoucs. Vous avez l'exploitation du bois rare. Vous avez les cafés, les cotons. Vous avez les cuivres, les cobalt, l'or. Et puis, ça en est suivi la violation des droits de l'homme qui ont été dénoncés. Parmi les méthodes de dénonciation, il y avait les médias, des journalistes, des écrits, des ouvrages. Et les auteurs, il y a Mark Wills, il y avait avant Henri Morton-Stanley. Résultat, ça avait poussé la Belgique à annexer les Congo, les retirer entre les mains du roi Léopold II pour mettre fin à ces violations des droits de l'homme. Maintenant, aujourd'hui, vous avez, entre 1998 et 2022, vous avez 24 ans. C'est presque le même nombre d'années comparable aux 23 ans de règne de Léopold II. Et pendant cette période, vous avez l'exploitation des ressources naturelles par les Rwandais. Donc à la place de la Belgique, vous avez maintenant les Rwandais. Vous avez l'exploitation du coltan, de l'étain, qui fait du pays des 1000 collines, le premier producteur mondial du coltan. Vous avez l'or, vous avez les bois rares. Vous avez aussi les violations des droits de l'homme, parce qu'on tue des gens. On décapite les gens. On leur coupe les mains, les têtes. C'est la même chose sur Léopold II. Maintenant, pourquoi nous, les médias, nous ne dénonçons pas? Nous avons maintenant certains médias, certains confrères, à la solde de certains médias étrangers, même de l'Occident, qui publient même des informations contre l'armée, contre leur État. C'est qu'un journaliste français ne fera pas. Ne fera pas en temps de guerre. Donc, on a des journalistes militants pour de médias étrangers. C'est une chose vraiment à dénoncer. C'est à dénoncer. Ilunga, on va passer au deuxième sujet, mais avant d'y aller, une dernière question en rapport avec la situation sécuritaire. Selon le gouvernement congolais, depuis la semaine dernière, une livraison d'armes à destination de la RDC ne pourrait avoir lieu. Comment expliquer que ces armes soient bloquées alors que le pays n'est pas sous embargo? Non, mais je crois que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, l'a dit. On est sous embargo, mais un embargo qui ne dit pas son nom. Donc, sinon, comment comprendre qu'une cargaison d'armes qui ont, on va dire, c'est des armes achetées, pourquoi on ne livre pas à la RDC? Parce que, clairement, on veut en quelque sorte bloquer la main à la RDC pour l'obliger, je le dis encore, l'obliger à négocier et à se plier à la volonté des puissances qui viennent en sous-main derrière le M23. C'est vraiment ça. En tout cas, je crois que même les autorités congolaises avaient, il y a peut-être 23 ans, en 1999, ils avaient compris que
les questions d'exploitation illégale, bien exploitation artisanale des ressources minières vont nous amener à des dérèglements. C'est pourquoi, d'abord, en 1999, l'État congolais crée le SAEMAP, qui s'appelait à l'époque SESCAM. SAEMAP, le service pour encadrer les miniers artisanaux pour les contrôler. Et dans le code minier de 2018, on a même légalisé l'exploitation artisanale pour dire que, donc, ceux qui doivent exploiter d'abord, ce sont des Congolais, qui doivent s'inscrire dans des coopératives, qui doivent avoir des cartes pour qu'ils soient contrôlés. Donc, l'idée derrière, c'était de permettre à l'État d'avoir une main ou bien un œil sur ce qui se fait dans ces exploitations-là. Mais il faut reconnaître qu'à l'est de la RDC, l'État n'est pas encore en mesure de faire tout ce contrôle-là.
comme l'industrie du high-tech fonctionne avec le coltan, le tantal, comme on dit le nom scientifique, et beaucoup d'autres minéraux aussi, l'or, l'étain et consorts, ils veulent prendre ça gratuitement. Vous n'avez qu'à vous poser la question. Dans des pays, il n'y a que très rares les pays où il y a et les richesses et la paix. Vous allez par exemple dans ce qu'on appelle le golfe de Guinée, tout ça, les pays pétroliers africains. Vous verrez toujours au Nigeria, il y a tel problème. Il y a les Boko Haram. Il y a tel problème. Ouais. Donc, à côté de la richesse minière, bien minérale, il y a les grandes puissances qui essayent de mettre des désordres pour faire ce qu'on appelle les pêcheurs en eau trouble. C'est-à-dire, ils troublent l'eau pour pouvoir pêcher dans le désordre, ils ne sont pas contrôlés. Donc, c'est l'industrie du high-tech. En réalité, si la communauté internationale, si on peut en tout cas compter sur elle, elle sait où taper. C'est pourquoi il y a eu même des lois, Monsieur Boinal, il peut bien l'expliquer encore, qui ont interdit, par exemple, l'or qui a été exploité via des pratiques illicites. Illégales, tout ça. Le coltan rouge, tout ça. Voilà, la diligence raisonnable, tout ça. Donc, c'est ça. Si la communauté internationale veut vraiment régler ces problèmes-là, c'est où trouver d'abord les instigateurs qui peuvent être à New York, qui peuvent être à Washington, mais c'est eux qui financent, c'est eux qui font ça, c'est eux qui font ça. Parce que au-delà de tout ça, moi je ne comprends pas pourquoi des gens qui se réclament congolais peuvent être aussi cruels qu'on voit. Parce que au-delà du M23, il y a d'autres groupes armés encore, hein. Il y a plus d'une cinquantaine de groupes armés. Voilà. Donc, la République démocratique du Congo aujourd'hui fait face à l'agression rwandaise, mais la communauté internationale encourage la voie du dialogue, mais chose que le gouvernement congolais n'accepte pas, puisque elle considère que négocier avec les groupes rebelles, c'est aussi favoriser l'infiltration, le brassage et la déstabilisation de son armée. Et beaucoup de Congolais appellent à l'unité, à la mobilisation générale pour défendre leur pays, puisque le Congo ne peut être sauvé que par le Congolais eux-mêmes et non par les étrangers. Donc cette prise de conscience va amener tous les Congolais à pouvoir vivre normalement et aussi défendre leur intégrité, l'intégrité de leur territoire. Chers fidèles téléspectateurs, nous allons passer à présent au 12e sujet de cette émission qui porte sur le grand ménage entrepris par le président de la République Félix Tshisekedi dans 24 entreprises et établissements publics. Le président de la République vient donc de nommer et confirmer certains mandataires dans ces entreprises. La nouvelle a été bien accueillie par certains Congolais, mais n'a pas fait l'unanimité au sein du parti présidentiel l'IDPS. Il y a eu des échauffourées le mercredi dernier. Le combattant membre de ces partis ont manifesté, ont saccagé même le siège ont pris d'assaut le siège du parti et ont brûlé de pneus, et chose qui ne fait pas vraiment bonne image pour ces partis qui devraient vraiment montrer un bel exemple de gouvernance et de gestion de l'État. Dieudonné Boinali, vous avez suivi encore ces événements. Quelle est votre perception? Merci pour cette question d'actualité. Géopolis Hebdo, lors de sa dernière parution, est longuement revenu sur ces sujets. J'ai lu du premier mot jusqu'au dernier mot l'article écrit par mon confrère qui est sur ce plateau, Patrick Ilunga. J'ai été, déçu. Déçu pourquoi? De voir qu'au sein du parti présidentiel, il y a une nouvelle crise. Une crise que moi j'appelle une crise de trop, une crise même de la honte, permettez-moi l'expression, parce que l'Union pour la démocratie et le progrès social, je parle bien de l'IDPS Tshisekedi, a toujours été qualifiée comme la fille aînée de l'opposition politique radicale congolaise. À ce titre, ces grands partis politiques, hier de l'opposition, aujourd'hui au pouvoir, en tant que fille aînée, quand vous êtes l'aîné de la famille, vous avez ce qu'on appelle les devoirs d'exemplarité.
vous devez être un modèle pour les autres petits frères et les petites sœurs qui vous suivent. Là, j'attends parler des regroupements politiques et des autres formations politiques congolaises. L'IDPS devait prêcher la paix au moment où notre pays est agressé de nouveau à l'est du pays. Ce devait être un parti qui prêche la paix, qui prône la paix, qui prodigue la paix, et un exemple pour les autres partis. Mais malheureusement, c'est les désordres alimentés. Il y a des véhicules qui sont caillassés, des paisibles citoyens. Quelqu'un qui a économisé pendant 2 à 3 ans, 4 ans son argent pour avoir $3,000, il s'achète un petit véhicule qu'on appelle communément ketch. Et un jour, il se retrouve alimité, il rentre à la maison, il part au travail, on caillasse son véhicule, on casse des vitres, il n'y a même pas de réparation au moment où les partis est au pouvoir. Et les gens qui commettent ces méfaits sont connus, on ne les arrête même pas, on ne les condamne pas, c'est regrettable, c'est à condamner. Oui, et puis, le parti présidentiel n'a pas tiré les leçons du passé, parce qu'il y a des grandes frustrations en interne. Il y a des gens qui ont lutté avec le feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des gens comme les Wankwenda, vous avez des fils des anciens pionniers du parti comme Jacques Chabani. Ces gens-là, je parle par exemple de Jacques Chabani, ils gèrent jusqu'à aujourd'hui la commission électorale du parti. Les Wankwenda là sont restés comme des gardiens du temple. C'est parmi les hommes qui ont aidé le président de la République, même Kabouya, la cheville ouvrière de l'IDPS, l'actuel CG, à maîtriser les dossiers Kabound. Mais il s'attendait à ce que lors des prochaines nominations, qu'on puisse satisfaire un peu ce qui était dessus par la première vague, la deuxième vague, même la troisième vague des nominations. Mais il y a eu des nominations, ils ne se sont pas retrouvés. Et même les jeunes qui ont manifesté, ils se disaient, bon, si on nomme mon vieux, bon, il va prendre 4-5 d'entre nous. Donc je veux me retrouver au ministère ou bien dans une entreprise publique ou établissement public. Mais on nomme, leurs vieux ne se retrouvent même pas sur la liste. Et ça augmente encore des frustrations, ça crée les désordres. Je termine par dire, comment même au sein de ces mêmes partis présidentiels, l'IDPS, vous avez quelqu'un, je ne cite pas des noms pour ne pas heurter certaines consciences, quelqu'un qui est conseiller spécial du chef de l'État. Il se fait nommer encore président du conseil d'administration dans une entreprise. C'est devenir cumulable. Vous trouvez parmi ces gens-là quelqu'un qui est encore député national. Mais comment on va mettre fin à la pauvreté dans notre pays et résoudre les problèmes épineux de la crise du chômage quand vous avez dans un pays des gens qui ont 4, 5, 6 postes. Donc vous renforcez la richesse, la bourgeoisie au sein des mêmes familles congolaises et vous accentuez la pauvreté dans d'autres familles. On aimerait au moins trouver, si je sais que c'est difficile de caser tout le monde, de donner à tout le monde du travail, mais dans la nomination, on doit quand même voir la justice sociale à l'intérieur et surtout, le gouvernement doit travailler beaucoup. Ce n'est pas la politique qui va absorber tous les chômeurs. Il faut investir dans l'agriculture et améliorer le climat des investissements pour qu'on crée de nouvelles entreprises. Comme ça, ça va absorber le chomage. Oui, tout le monde n'a pas la compétence d'aller travailler en politique. Tout le monde n'a pas la compétence d'aller travailler en politique. C'est regrettable. Le constat est que pour plusieurs personnes et que cette nomination vient encore renforcer la bourgeoisie dans plusieurs familles de personnalités politiques et c'est décrié par un grand nombre de personnes. Patrick Ilunga, cette série de nominations fâche encore. Ça, au lieu que la population puisse trouver son compte, se réjouir, mais il y a grincement des dents. Voilà, on parle bien de l'UDPS avec les clashs qui ont eu, c'était jeudi, pas mercredi. Il faut dire que quand vous luttez, d'abord vous luttez pour un idéal. Ça s'appelle Union pour la démocratie et le progrès social. Alors le progrès social, on doit pouvoir le mesurer sur chacun de Congolais. C'est pourquoi on vous dira par exemple que en RDC, c'est $1 par habitant dépensé chaque jour. Parce qu'on a fait la moyenne de tous les Congolais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut ne pas recentrer la vie sur sa seule personne.
Pourquoi je dis ça? Parce que les gens ont commencé à lutter dans les partis politiques simplement pour satisfaire leurs besoins personnels ou bien leurs besoins individuels. Mais c'est quelle société qu'on a aujourd'hui? En réalité, on a toujours décrié Mobutu, mais ça, ce sont des pratiques mobustiennes. C'est l'héritage Mobutu. Quand vous avez le pouvoir, les entreprises qui sont censées être des établissements techniques d'abord. Donc, il faut mettre des technocrates, des gens qui savent quelque chose de ces entreprises-là. Mais comment imaginer que vous prenez un jeune, 30 ans, sans expérience, vous le bombardez DG d'une entreprise. Sans passer par un test, un concours de recrutement. Comment voulez-vous que ceux qui sont là depuis 30 ans peuvent réagir? Comment voulez-vous? C'est qu'on l'a vu à l'UDPS, c'est le miroir de la société congolaise. La société est devenue une cocotte minute, ça peut éclater de partout. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait des gens, parce qu'ils sont dans un parti politique, ils ont tous les droits, et les autres, qui ne sont pas militants, ils ne peuvent pas avoir le droit. C'est quelle société on va léguer à nos enfants finalement? On prend par exemple, ça nous renvoie à... C'est le reflet en tout cas qu'on nous renvoie de notre société à nous-mêmes. C'est quoi notre politique d'ascension sociale? C'est quoi? Aux États-Unis, si vous alliez par exemple, on va vous dire, non, chez nous, c'est le rêve américain. C'est-à-dire que par la force de votre travail, vous pouvez quitter d'un point A jusqu'à un point B. Ici, chez nous, c'est quoi la politique de l'ascension sociale? Il faut être militant dans un parti politique. On voit des gens... Oui, il faut être donateur dans un parti politique. Dans un parti politique, il faut militer. Je crois que c'est... En réalité, on est moboutiste. C'est vraiment moboutiste. Et les partis politiques, c'est du moboutisme pur et dur. Je suis désolé. On a décréé Mobutu, mais ce qu'on nous renvoie, c'est la gestion vraiment de Mobutu. Comment voulez-vous, par exemple, que les jeunes qui ont milité pour un idéal, maintenant, ils vont réclamer, pas à l'État, mais à un parti politique. Waouh! Donc, c'est un parti politique qui est censé maintenant faire l'ascension sociale dans l'échelle de la société. Donc, c'est grave. Donc, il y a un problème de gestion, des ambitions au sein Non, les réclamations doivent être faites à l'État, par exemple. Mais pourquoi on laisse l'État, on va dans un parti politique? C'est que c'est ce parti politique qui fait tout, finalement. Mais est-ce que la gestion, aujourd'hui, peut être confiée à des structures de défense d'intérêts partisans? Est-ce que nos chefs d'État, tous ceux qui nous gouvernent depuis 1960, ils peuvent être chez eux et être fiers d'eux, de la société qui fabrique aujourd'hui? Je pense que non. Comment transcender cette situation? Comment éviter toutes ces frustrations? Comment, puisqu'il ne faut pas confondre la sphère de gestion des affaires publiques aussi, qui est régie par des règles, aussi à la gestion des ambitions au sein de partis politiques. Je vais dire une chose et puis terminer par un conseil. Normalement, toutes ces nominations devaient passer par les COPIREP, les comités de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille. On avait même proposé, avec le soutien de certains bailleurs, dont les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, pour certaines entreprises et établissements techniques de l'État, on devait nommer des technocrates, des personnes avec compétences avérées et qui maîtrisent bien les domaines. C'est comme ça on a commencé avec les concours à la SNEL, à la régie des eaux. Ça a été lancé, mais ça s'est limité et puis on a étouffé. Et puis ces personnes devaient avoir quand même une certaine honorabilité, degré de maturité, et puis ils devaient étudier, avoir des diplômes. Mais malheureusement, on a réduit les comités de pilotage et de la réforme des entreprises publiques au silence, parce que quand il faut se partager les gâteaux, vous invitez les copyreps, on va éliminer les incompétents. C'est pour cela que vous voyez dans certaines nominations, vous avez certaines autorités morales qui réussissent à faire passer les nœuds de leurs enfants, des filles, et pour qu'ils soient nommés au sein des conseils d'administration. C'est comme si dans ces partis, des comités de gestion. C'est comme si au sein des partis, il n'y a pas de compétences. Il n'y a pas de compétences. Et pourtant, il y a beaucoup de compétences au sein de nos partis politiques. Vous trouvez même des professeurs d'université
des chefs de travaux, des assistants, des chercheurs, vous trouvez des médecins, des journalistes, des techniciens de divers domaines. Mais quand il y a des nominations, vous voyez les chefs du parti politique faire une réunion avec le comité directeur et ils s'attendent, bon, on va nommer tel, Dieudonné Boanali, Patrick Ilunga, Jojo Moulamba, et puis vous allez dormir, vous annoncez même à votre femme, ah, je serai nommé. Demain, je serai nommé. Et vous allez voir vous attendez la nomination comme ça à la télévision nationale, c'est la fille aînée de l'autorité morale de votre parti. Quelle déception. Donc c'est le gendre de l'autorité morale qui a été nommé. Mais c'est regrettable. C'est là où j'ai dit la mission d'un parti politique, quand vous avez aussi gagné le pouvoir, vous êtes au pouvoir, c'est de continuer à encadrer vos élus, c'est de continuer à encadrer vos cadres et vos militants. Si l'IDPS le faisait, on n'allait pas caillasser les sièges du parti, on n'allait pas caillasser les véhicules des privés. Regardez les sièges du parti, vient à peine d'être réhabilité. On a mis la nouvelle toiture. Des vitres. Mais vandalisé. On a badigeonné, mais ça a été vandalisé. Ni était l'intervention de la police, ces sièges-là allaient être brûlés. C'est ce qui est regrettable. Patrick Ilunga, comment mettre fin au cumul de postes? Vous allez voir, même lorsque on organise les élections, les élections générales en République démocratique du Congo, vous allez voir un candidat postuler à plusieurs niveaux. Provincial, législatif et même présidentiel. Avec des suppléants membres de la famille. Donc lorsqu'il gagne au provincial, il est là. Il gagne au législatif. Sa femme, il met l'aîné de la famille. Même au sénatorial. Là. Même à la présidence, il est là encore, mais finalement, comment mettre fin à ces cumuls de postes? Faudrait-il pas une nouvelle loi pour arrêter cela, puisque ça fait vraiment regretter beaucoup de gens. Bon, tout cela se résume par la faiblesse de l'État. En tout cas, on a eu un moment de faiblesse de l'État, mais je crois qu'on tend vers l'inexistence de l'État. Il y a peut-être besoin de faire des lois, mais il y a aussi nécessité de les appliquer vraiment. Parce que tout se fait, en tout cas, comment voulez-vous que les gens chez qui on doit attendre ces lois, c'est eux-mêmes qui font ça. Donc c'est eux-mêmes le fossoyeur même de la République. Donc je crois que le mal est très profond. Le mal est très profond. La société telle qu'elle est gérée, en tout cas depuis des années, en tout cas il ne s'agit pas de stigmatiser une telle période à telle période, mais en tout cas depuis que nous on est très très jeunes, on ne vit que la dégradation de notre société. On se demande à qui maintenant vouer, on va dire, à quel sens se vouer. À quel sens se vouer. C'est quand même regrettable qu'on dise si on a besoin de telles compétences, on va dans tel parti politique. Non, les compétences, c'est pas dans les partis politiques. Les compétences, on peut les retrouver dans les universités. Les compétences, il y a des think tanks, en tout cas dans les laboratoires de pensée qui peuvent exister. C'est là qu'on peut retrouver les compétences, c'est pas dans les partis politiques. Et la gestion en mode partage de gâteau, je crois que ça doit s'arrêter. On ne doit pas avoir condamné Mobutu et faire ce que Mobutu a fait, par exemple. On ne doit pas avoir condamné Mobutu et refaire ce que Mobutu a fait. Voilà, c'est par cette déclaration que nous allons mettre fin à votre émission Géopresse qui s'est intéressée essentiellement sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays et également à la série de nominations que vient de faire le président de la République. Pour parler de ces sujets, j'avais autour de moi Dieudonné Boanali, Patrick Ilunga, tous deux journalistes au groupe de presse Géopolis Forum, à qui j'ai dit merci pour leur présence. Merci beaucoup. Et aussi à vous, fidèles téléspectateurs, merci pour votre aimable attention. Et aussi un grand merci à l'équipe technique, Guilain Moutela, jusqu'à Ntamba, Noël Ntunda à la régie. Le plaisir est pour moi de vous retrouver très prochainement. L'information continue sur Géopolis TV, son compte YouTube, Géopolis TV, et également www.geopolismagazine.net. À la prochaine.